Quand l'assistante de scène a frappé à la loge d'Annie Cordy le 23 mars 1975, au Palais des Sports de Paris, elle a trouvé la chanteuse assise, immobile, le regard vide, les mains tremblantes. « Annie, ça va ? Le public vous attend. » Annie a levé les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues. « Dites-leur que je ne peux pas. Pas ce soir. » « Mais le spectacle est complet. 3000 personnes. Je sais, mais je ne peux pas. Pas maintenant. » C'était la première fois en 30 ans de carrière qu'Annie Cordy annulait un spectacle. La première fois qu'elle laissait son public sans réponse. Que s'était-il passé dans cette loge ? Qui était l'homme qui y était entré 1 heure plus tôt ? Et qu'avait-il dit à Annie pour la briser ainsi ? 5 personnes le savaient. 5 personnes avaient vu cet homme, mais aucune n'a parlé. Pas ce soir-là, pas pendant des années. Certaines, jamais. Pourquoi ? Pourquoi ceux qui sont les plus proches du drame choisissent-ils le silence face à la souffrance ? Annie Cordy était née Leonia Koorman le 16 juin 1928 à Bruxelles. Elle était devenue l'une des chanteuses les plus aimées de France et de Belgique. 30 ans de carrière, des centaines de chansons, des millions de fans. Elle était une institution, une légende vivante. En 1975, elle était au sommet. À 47 ans, elle remplissait les plus grandes salles, le Palais des Sports, l'Olympia, le Zénith. Elle avait tout, la gloire, l'argent, l'amour du public. Mais quelque chose manquait, quelque chose dont personne ne parlait, quelque chose qu'elle cachait depuis des décennies. Le 23 mars 1975, cette quelque chose est revenu sous la forme d'un homme que personne ne connaissait, ou plutôt que personne ne voulait reconnaître. Le spectacle devait commencer à 20h. À 18h, Annie était dans sa loge, se préparant, comme toujours. Claudine, son habilleuse, se souvient. À 18h30, un homme s'est présenté à l'entrée des artistes, grand, la cinquantaine, bien habillé, mais discret. Marc, le gardien, l'a arrêté. « Vous avez un laissez-passer ? » ?»« Non, mais je dois voir Annie Cordy, c'est urgent. »« Désolé, monsieur, sans autorisation, je ne peux pas vous laisser entrer. » L'homme a sorti une enveloppe. Marc a hésité, puis a pris l'enveloppe. « Attendez ici. » Il est monté à la loge d'Annie, a frappé. Annie a pris l'enveloppe, l'a ouverte, et son visage a changé. Claudine se rappelle. Annie n'a pas répondu. Elle a juste dit « Faites-le monter, seul, et laissez-nous. » Marc est redescendu, a fait monter l'homme, l'a guidé jusqu'à la loge d'Annie. Sophie, la maquilleuse, était dans le couloir. Elle a vu l'homme entrer dans la loge. La porte se fermait. 14. Elle se souvient. 15. Pendant 40 minutes, personne n'a entendu de bruit venant de la loge. Pas de cris, pas de pleurs, juste du silence. Puis à 19h15, l'homme est sorti, le visage fermé. Il est parti sans dire un mot. Et 5 minutes plus tard, l'assistante de scène a frappé et trouvé Annie en larmes. Le spectacle a été annulé, le public renvoyé, et Annie est partie. Sans explication, sans un mot. Les 5 personnes qui avaient vu l'homme, Marc, Claudine, Sophie, l'assistante de scène Marie et le régisseur Jacques, se sont regardées, confuses, inquiètes. Mais aucune n'a posé de questions. Aucune n'a insisté. Parce qu'Annie ne voulait manifestement pas parler. Et respecter sa vie privée semblait être la chose à faire. Pendant des années, personne n'a su qui était cet homme, ou ce qu'il avait dit. Annie a repris sa carrière. Elle a continué à chanter, à remplir les salles, à faire sourire son public. Mais ceux qui la connaissaient bien ont remarqué un changement. Une tristesse dans ses yeux, une mélancolie dans sa voix. Claudine a dit en 2005, 30 ans plus tard, « Qui était cet homme ? Et qu'avait-il révélé ?» La vérité n'a commencé à émerger qu'en 2015.
40 ans après cette nuit. Une journaliste, Isabelle Moreau, enquêtait sur la vie d'Annie Cordy pour une biographie. Elle a interviewé Claudine. Claudine a hésité, puis a dit... Claudine a regardé par la fenêtre, longtemps. Puis, cette révélation a tout changé. Annie Cordy n'avait jamais eu d'enfant. C'était un fait connu. Mais pourquoi? Et n'en avait jamais parlé publiquement. Claudine a continué. C'était une théorie, mais elle expliquait beaucoup. Isabelle a cherché plus loin, a interviewé les autres témoins. Marc, le gardien, maintenant retraité, se souvenait de l'homme. Sophie, la maquilleuse, se rappelait. Marie, l'assistante de scène, avait remarqué. Annie, après son départ, tenait quelque chose. Une photo, je crois. Elle la regardait fixement. Jacques, le régisseur, avait observé. L'homme est parti dans une voiture avec chauffeur. Une grosse voiture noire, comme celle qu'utilisent les hommes d'affaires ou les politiciens. Ces détails, assemblés, peignaient un portrait. Un homme respectable, riche, puissant peut-être, et lié à Annie d'une manière profonde et douloureuse. Mais qui? Isabelle a cherché dans les archives, les vieilles photos, les articles de presse, et elle a trouvé quelque chose. Une photo prise en 1952, Annie, jeune, au bras d'un homme. La photo était floue, mais on voyait qu'ils se regardaient avec quelque chose. De l'amour? De la complicité? L'homme n'était pas identifié. Juste. Annie Cordy et un ami. Isabelle a montré la photo à Claudine. Vous le reconnaissez? Claudine a étudié la photo, puis a dit doucement. C'est lui. J'en suis presque sûr. L'homme du Palais des Sports, 23 ans plus tard, mais c'est lui. Si c'était vrai, cela signifiait qu'Annie et cet homme se connaissaient depuis au moins 23 ans avant cette nuit de 1975. Qu'était-il arrivé entre-temps? Pourquoi s'étaient-ils séparés? Et pourquoi étaient-ils revenus? Annie Cordy est décédée le 4 septembre 2020, à 92 ans. Elle n'a jamais parlé publiquement de cette nuit, ou de cet homme. Mais dans ces dernières années, elle a confié quelque chose à Claudine. Quelque chose que Claudine a partagé avec Isabelle après la mort d'Annie. Annie m'a dit « Le plus grand regret de ma vie n'est pas de ne pas avoir eu d'enfant. C'est d'avoir choisi ma carrière au lieu de l'amour. J'ai eu la chance d'aimer et d'être aimé, mais j'ai eu peur. Peur de perdre ma carrière, peur de ce que les gens diraient. Alors j'ai dit non. Et lui, il est parti. Il a refait sa vie, s'est marié, a eu des enfants, une carrière brillante. Et moi, j'ai eu ma carrière, mais pas lui. Pas l'amour que je voulais vraiment. » Cette confession donne un contexte à cette nuit de 1975. L'homme était peut-être venu dire 42 ou 43 ou simplement 44. Quelle que soit la raison, cela a brisé Annie. Parce que cela a rendu réel ce qu'elle avait perdu. Les 5 témoins de cette nuit portent encore le poids de ce qu'ils ont vu. Marc dit 45, Claudine regrette 46, Sophie pense 47, Marie se demande, et Jacques réfléchit, mais aucun ne l'a fait. Parce qu'il respectait la vie privée d'Annie, parce qu'il ne voulait pas être intrusif. Et Annie a vécu avec ce secret, avec ce regret, pendant 45 ans de plus. C'est l'histoire d'Annie Cordy et de l'homme mystérieux qui l'a brisée en une nuit. Mais c'est aussi notre histoire. L'histoire de tous ceux qui choisissent la carrière au lieu de l'amour, le succès au lieu du bonheur, l'image au lieu de l'authenticité. Annie a eu une carrière magnifique. Elle a apporté de la joie à des millions. Elle a été aimée et admirée. Mais elle est morte avec un regret. Le regret de l'amour qu'elle n'a pas choisi. Et cela nous rappelle, la gloire ne remplit pas le cœur. Le succès ne remplace pas l'amour. Et les regrets ne disparaissent jamais. Mais revenons au début. Parce que, pour comprendre cette nuit de mars 1975, nous devons comprendre qui était Annie Cordy.
Et qui elle aurait pu être? Annie Cordy est née Léonia Kourman dans une famille modeste de Bruxelles. Son père était mineur, sa mère femme au foyer. Dès son plus jeune âge, Léonia rêvait de chanter, de monter sur scène, d'être une star. À 16 ans, elle a commencé à se produire dans des cabarets bruxellois, sous le nom d'Annie Cordy, un nom plus accrocheur, plus mémorable. Elle était talentueuse, belle, charismatique, et rapidement, elle s'est fait remarquer. En 1950, à 22 ans, elle a été invitée à Paris pour auditionner dans les grands music-halls. C'est là, dans les coulisses de l'Olympia, qu'elle l'a rencontré. L'homme qui allait changer sa vie. Personne ne connaît son nom avec certitude. Isabelle Moreau, dans son enquête, a découvert seulement qu'il était dans les affaires, qu'il venait d'une famille riche et influente, et qu'il est tombé amoureux d'Annie dès qu'il l'a vue chanter. Claudine, qui a connu Annie plus tard, a entendu des fragments de cette histoire au fil des années. Annie me parlait parfois de lui, jamais directement, toujours par allusion. Elle disait « J'ai connu quelqu'un, une fois, quelqu'un qui m'aimait vraiment. Pas pour ma célébrité, pas pour mon image, juste pour moi. » Mais c'était compliqué, il venait d'un autre monde. Sa famille n'aurait jamais accepté une artiste, surtout une sans nom, sans fortune. Et moi, j'avais ma carrière qui commençait. On me disait « Tu ne peux pas avoir les deux, choisis. » Et Annie a choisi. La carrière, la scène, la gloire. Mais l'homme n'a pas disparu immédiatement. Selon les témoignages fragmentaires recueillis par Isabelle, leur relation a duré plusieurs années, dans le secret. Ils se voyaient quand ils le pouvaient, entre les tournées d'Annie, entre les obligations professionnelles de l'homme. C'était une romance impossible, Claudine a expliqué. Comme dans les films. Sauf que dans la vraie vie, les romances impossibles ne finissent pas bien. En 1954, quelque chose s'est passé. Quelque chose qui a tout changé. Marc, le gardien qui était là en 75, avait entendu des rumeurs. Des vieilles rumeurs du milieu artistique parisien. 55, il a dit à Isabelle en 2016. 57, si cette rumeur était vraie, cela expliquerait beaucoup. La douleur dans les yeux d'Annie quand elle parlait d'enfants, son célibat perpétuel, sa tristesse sous-jacente. Mais Isabelle n'a jamais pu confirmer cette rumeur. Annie ne l'a jamais mentionnée, et aucun document médical n'a été trouvé. Ce qui est certain, c'est qu'en 1956, l'homme s'est marié. Avec une femme de son milieu. Une alliance arrangée, peut-être. Ou peut-être qu'il avait vraiment décidé de tourner la page. Annie l'a appris par les journaux, comme tout le monde. Sophie, la maquilleuse, se souvient qu'Annie lui avait raconté 58, 59, 60. Pendant les 19 années suivantes, Annie et l'homme ne se sont jamais revus. Ou du moins, c'est ce qu'on pense. Annie a construit sa carrière, est devenue une star internationale, a rempli les plus grandes salles d'Europe. L'homme, lui, a eu des enfants. 3, selon les recherches d'Isabelle. A gravi les échelons dans le monde des affaires, est devenu riche, puissant. 2 vies parallèles, qui ne se touchaient plus, jusqu'en mars 1975. Pourquoi est-il venu ce soir-là? Qu'est-ce qui l'a poussé à revoir Annie après presque 20 ans? Marie, l'assistante de scène, a une théorie. Jacques, le régisseur, pense autrement. Claudine a sa propre explication. Nous ne saurons jamais avec certitude, parce que les 2 protagonistes sont morts. Annie en 2020, l'homme, personne ne sait quand, ou même qui il était vraiment. Mais ce que nous savons, c'est l'impact de cette rencontre sur Annie. Après cette nuit de mars 75, Annie a continué sa carrière. Mais quelque chose avait changé. Dans ses chansons, une nouvelle mélancolie est apparue. Une profondeur qui n'était pas là avant. Les critiques ont remarqué. Ils ont écrit « Mais ceux qui la connaissaient savaient la vérité.
Ce n'était pas de la maturité, c'était de la douleur. Claudine se souvient. 66, 67, Sophie a observé. 68, Marie a noté. 69, et Jacques a remarqué. 70. Ces 5 personnes ont vu Annie avant et après. Et elles peuvent toutes témoigner, cette nuit l'a changé. Profondément, irréversiblement. Mais elles n'ont rien dit. Elles ont respecté son silence. Elles ont accepté ses mensonges polis. Parce que c'est ce qu'on fait. On respecte les limites. On ne pousse pas. On laisse les gens souffrir en privé. Même quand on voit que cette souffrance les détruit. En 2010, 35 ans après cette nuit, Annie a donné une interview rare à un magazine français. Le journaliste lui a demandé. Annie a hésité, puis a dit « Le journaliste n'a pas poussé ». L'interview est passée à autre chose. Mais Claudine, qui a lu l'interview, a vu ce qu'Annie ne disait pas. Quote 76 signifiait quote 77. En 2015, quand Isabelle Moreau a commencé son enquête, elle a découvert quelque chose de troublant. Dans les archives du Palais des Sports, elle a trouvé le registre des visiteurs pour mars 1975. Et là, pour le 23 mars, une entrée, _bas, quote, _bas, 78, _bas, _bas. Cela confirmait. L'homme n'était pas un inconnu. Annie savait qu'il venait. Elle l'avait autorisé. Ce qui signifie, elle avait reçu un message, peut-être une lettre, un appel téléphonique, quelque chose qui lui avait dit 79. Et elle avait dit oui. Pourquoi? Si leur séparation avait été si douloureuse, pourquoi accepter de le revoir? Claudine pense 80. Sophie croit 81. Marie suggère 82. Jacques réfléchit 83. Quelle que soit la raison, Annie a dit oui. Et cet homme est venu. Et pendant 40 minutes, ils ont parlé. De quoi? Personne ne le sait. Mais quand il est parti, Annie était brisée. Et elle ne s'est jamais complètement remise. Les années ont passé. Annie a continué à chanter, à travailler, à sourire pour le public. Mais en privé, ceux qui l'aimaient voyaient la tristesse, la solitude, le regret. En 2019, un an avant sa mort, Annie a eu une conversation avec Claudine. Une conversation que Claudine a partagée avec Isabelle après le décès d'Annie. Annie était dans son appartement. Elle regardait de vieilles photos. Et elle a dit « Regarde, Claudine, c'est moi à 25 ans, pleine de vie, pleine de rêves. J'ai réalisé presque tous mes rêves professionnels, mais le rêve personnel, celui d'avoir une famille, un mari, des enfants, je ne l'ai jamais eu. Et tu sais quoi? Si je pouvais revenir en arrière, je changerais tout. Je choisirais l'amour au lieu de la carrière. Parce que la carrière, elle ne te tient pas la main quand tu es seul. Elle ne te console pas quand tu pleures. » Claudine a pleuré en racontant cela. C'était la première fois qu'elle l'admettait si clairement. Et c'était si déchirant. Annie Cordy est morte le 4 septembre 2020, seule dans son appartement parisien, à cause d'une chute. Elle avait 92 ans, une vie longue, une carrière brillante. Mais quand on a trouvé son corps, elle tenait quelque chose dans sa main. Une photo, vieille, jaunie. La photo d'elle et d'un homme, 1952. L'homme du Palais des Sports, l'homme mystérieux, l'amour de sa vie. Elle l'avait gardé toutes ces années, près d'elle, jusqu'à la fin. Cela en dit plus que n'importe quelle interview, n'importe quelle confession. Annie avait choisi la carrière, mais son cœur n'avait jamais choisi. Les 5 témoins de cette nuit de 1975 portent encore ce souvenir. Mark dit « J'aurais voulu pouvoir faire quelque chose. Mais quoi? On ne peut pas empêcher les gens de se faire du mal avec leur propre choix. » Claudine regrette. « J'aurais dû être plus présente après cette nuit. Pas seulement professionnellement, mais comme amie, vraiment amie.
Sophie pense. J'aurais dû lui dire « Annie, parlez-moi, ne gardez pas ça pour vous ». Mais j'avais peur d'être intrusive. Marie se demande « Est-ce que si j'avais su qui était cet homme, si j'avais compris ce qu'il représentait, j'aurais pu... quoi, empêcher la rencontre ?» Ce n'était pas à moi de décider. Et Jacques réfléchit. Peut-être que cette rencontre était nécessaire. Peut-être qu'Annie avait besoin de cette douleur pour, je ne sais pas, faire son deuil, accepter. Nous ne saurons jamais. 50 ans après cette nuit, en 2025, Isabelle Moreau a publié sa biographie d'Annie Cordy. Titre, quote, 93, Le livre a fait sensation. Parce qu'il révélait ce que personne ne savait. L'amour secret. L'homme mystérieux. Le choix qui a hanté Annie toute sa vie. Les fans ont été choqués. Annie avait toujours semblé si heureuse, si complète. Mais ceux qui l'avaient vraiment connue ont reconnu la vérité. Quad 95, ils ont dit. Quad 96. Le livre a aussi déclenché une conversation sur les choix que font les femmes, entre carrière et amour, entre ambition et famille. Un critique a écrit. Mais d'autres ont argumenté. Annie a eu une carrière extraordinaire. Elle a apporté de la joie à des millions. Ce n'est pas rien. Elle ne devrait pas regretter. C'est un débat sans fin. Parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Annie a fait son choix, et elle a vécu avec la gloire et avec le regret. Pour Annie, pour l'homme mystérieux qui l'aimait, pour les 5 témoins qui ont vu mais n'ont rien dit, et pour nous tous, qui devons choisir entre nos rêves et nos cœurs. À jamais. Mais revenons au début, parce que pour comprendre cette nuit de mars 1975, nous devons comprendre qui était Annie Cordy et qui elle aurait pu être. Annie Cordy est née Léonia Kourman, dans une famille modeste de Bruxelles. Son père était mineur, sa mère femme au foyer. Dès son plus jeune âge, Léonia rêvait de chanter, de monter sur scène, d'être une star. À 16 ans, elle a commencé à se produire dans des cabarets bruxellois, sous le nom d'Annie Cordy, un nom plus accrocheur, plus mémorable. Elle était talentueuse, belle, charismatique, et rapidement elle s'est fait remarquer. En 1950, à 22 ans, elle a été invitée à Paris pour auditionner dans les grands music-halls. C'est là, dans les coulisses de l'Olympia, qu'elle l'a rencontré. L'homme qui allait changer sa vie. Personne ne connaît son nom avec certitude. Isabelle Moreau, dans son enquête, a découvert seulement qu'il était dans les affaires, qu'il venait d'une famille riche et influente, et qu'il est tombé amoureux d'Annie dès qu'il l'a vue chanter. Claudine, qui a connu Annie plus tard, a entendu des fragments de cette histoire au fil des années. Et Annie a choisi la carrière, la scène, la gloire. Mais l'homme n'a pas disparu immédiatement. Selon les témoignages fragmentaires recueillis par Isabelle Moreau, mais il y a encore une autre dimension à cette histoire qui mérite d'être explorée. L'impact psychologique. Les conséquences émotionnelles qu'a eu cette rencontre de 40 minutes sur les 45 années qui ont suivi. En 2022, une psychologue nommée Dr Catherine Dubois a publié une étude. Le deuil de ce qui aurait pu être, le cas d'Annie Cordy. Dans cette étude, elle analysait les témoignages recueillis par Isabelle Moreau et tentait de comprendre l'état mental d'Annie après cette nuit de mars 1975. Ce qu'Annie a vécu, écrit Dr Dubois, c'est une forme particulière de deuil. Non pas le deuil d'une personne morte, mais le deuil d'une vie qu'elle aurait pu avoir. Cette rencontre avec l'homme mystérieux a ravivé toutes les décisions qu'elle avait prises, tous les chemins qu'elle n'avait pas suivis, toutes les possibilités qu'elle avait abandonnées. Et cela a créé ce que nous appelons en psychologie le regret existentiel. Un regret si profond qu'il colore toute l'existence, qu'il transforme même les joies en mélancolie. Dr Dubois a interviewé Claudine,
Sophie, Marie et Jacques. Marc était décédé en 2021. Claudine lui a décrit l'évolution d'Annie après cette nuit. Dans les mois qui ont suivi, Annie était comme un robot. Elle fonctionnait, mais ne vivait pas vraiment. Elle faisait ses spectacles, souriait pour le public, mais dès qu'elle était seule, elle s'effondrait. Je l'ai trouvée plusieurs fois dans sa loge après un spectacle, assise dans le noir, pleurant silencieusement. Quand je lui demandais ce qui n'allait pas, elle disait toujours « Rien, je suis juste fatiguée ». Mais je savais, ce n'était pas de la fatigue, c'était du chagrin. Un chagrin qu'elle ne pouvait pas exprimer, qu'elle ne voulait pas partager. Sophie a raconté une anecdote révélatrice. Un jour, en 1976, un an après la rencontre, nous étions dans la loge. Annie se maquillait pour un spectacle. Elle regardait son reflet dans le miroir, et soudain elle a dit « Je vieillis, Sophie. Je vois les rides, les cheveux gris, et je me demande pour qui, pourquoi. » J'ai dit « Pour votre public, il vous adore. » Et elle a souri tristement. « Oui, le public. Mais quand je rentre chez moi, il n'y a personne. Personne pour me dire que je suis belle avec mes rides. Personne pour qui vieillir ensemble. » Et elle a pleuré, juste un peu. Puis elle a essuyé ses larmes et a dit « Allez, le spectacle ne peut pas attendre. » Marie a partagé une observation troublante. Après cette nuit de mars 75, Annie a commencé à collectionner des photos de famille. Pas sa famille, des familles inconnues. Elle les achetait dans les brocantes, les vieux marchés. Des photos de familles heureuses, parents et enfants, réunions familiales. Elle les gardait dans un album, et parfois je la voyais le feuilleter, regarder ces étrangers, avec une telle nostalgie, comme si elle regardait ce qu'elle aurait pu avoir. Et Jacques a révélé quelque chose que personne d'autre ne savait. 121, 122, 123, 124, 125, 126. Ces témoignages peignent un portrait déchirant. Une femme qui vivait avec un regret constant, qui rêvait d'une vie qu'elle n'avait pas eue, qui collectionnait les traces d'un bonheur qui lui avait échappé. Dr Dubois a conclu son étude ainsi. 127, 128, 129, 130. En 2023, 3 ans après la mort d'Annie, une pièce de théâtre a été écrite sur sa vie. Titre : La chanteuse et l'ombre. La pièce racontait l'histoire d'Annie, son ascension, son succès, et l'homme qu'elle avait aimé et perdu. Le climax de la pièce était la scène de la loge, la rencontre de 40 minutes. Mais au lieu de rester silencieuse, la pièce imaginait ce qui s'était dit. Dans cette version fictive, l'homme venait dire à Annie « Ma femme est morte. Je suis libre maintenant. Veux-tu me donner une autre chance ?» Et Annie, déchirée, répondait « Il est trop tard. J'ai 47 ans. Tu en as 52. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. » « Mais nous pouvons essayer, » insistait l'homme. Et Annie, pleurant, disait « C'était une fiction. Personne ne savait vraiment ce qui s'était dit dans cette loge, mais la pièce capturait quelque chose de vrai. La douleur de savoir qu'il est trop tard. Même quand une porte s'ouvre, parfois, on ne peut plus la franchir. » La pièce a été un succès. Elle a touché un nerf, parce que tant de gens vivent avec des regrets similaires. Après une représentation, Claudine, Sophie, Marie et Jacques étaient dans le public. À la fin, ils pleuraient tous les 4. Claudine a murmuré. Sophie a acquiescé. Marie a dit, et Jacques a réfléchi. Après le spectacle, ils ont rencontré l'auteur de la pièce, Valérie Martin. « Comment avez-vous su ?» Claudine a demandé. « Comment avez-vous capturé si exactement ce qu'elle ressentait ?» Valérie a répondu. « Parce que j'ai ressenti la même chose. Peut-être pas de la même manière, mais nous avons tous des regrets, des chemins non pris, des amours perdus. » Annie Cordy était juste plus visible. Sa douleur était exposée au public.
mais nous la partageons tous, cette douleur. En 2024, un documentaire a été réalisé. Annie Cordy, L'amour caché. Le documentaire utilisait les recherches d'Isabelle Moreau, les témoignages des 5 personnes et des archives jamais vues auparavant. L'une de ces archives était une cassette audio, un enregistrement qu'Annie avait fait en 1990, 15 ans après la rencontre. Dans cet enregistrement, Annie parlait à haute voix, comme un journal intime oral. Code 147, code 148, code 149, code 150, code 151, code 152. Cette cassette, jouée dans le documentaire, a fait pleurer des millions de spectateurs. Parce qu'elle révélait la vérité nue, sans filtre, sans performance. Annie Cordy, la star joyeuse, était profondément seule, profondément triste, profondément regrettante. Le documentaire a aussi inclus une surprise. Un homme s'est présenté, disant être le fils de l'homme mystérieux. Son nom, Philippe Laurent. Il avait 75 ans en 2024. Il a dit « Mon père est mort en 1990, cancer. Et avant de mourir, il m'a donné une lettre, scellée. Il m'a dit « Donne ça à Annie Cordy, mais seulement après ma mort et après la sienne. » J'ai gardé cette lettre pendant 30 ans, attendant. Et quand Annie est morte en 2020, j'ai enfin pu l'ouvrir. Philippe a sorti la lettre, l'a lue à voix haute pour la caméra. Tiré bas, quote, tiré bas, 155, tiré bas, tiré bas. Philippe a pleuré en lisant. Claudine, Sophie, Marie et Jacques, présents pour le tournage, ont pleuré aussi. Et des millions de téléspectateurs ont pleuré. Parce que cette lettre révélait ce qu'Annie n'avait jamais su. Il l'avait aimée, vraiment, jusqu'à la fin. Claudine a dit à la caméra, quote 156. Mais Philippe a secoué la tête. Philippe a expliqué, le documentaire s'est terminé sur cette note, déchirante, vraie, universelle. Parce que c'est l'histoire de tous ceux qui ont aimé et perdu, de tous ceux qui ont choisi et regretté, de tous ceux qui portent le poids du « et si ». Aujourd'hui, en 2025, 50 ans après cette nuit de mars 1975, l'histoire d'Annie Cordy continue de résonner. Claudine est maintenant nonagénaire. Elle vit dans une maison de retraite à Bruxelles. Mais elle pense encore à Annie, tous les jours. 163, elle dit. 164, Sophie est décédée en 2023. Mais avant de mourir, elle a écrit un livre de mémoire, avec un chapitre entier sur Annie. Le titre du chapitre, tiré bas, 165, bas. Marie a pris sa retraite en 2015. Elle vit à Paris. Et chaque année, le 23 mars, elle va au Palais des Sports. Elle dit « Jacques est encore en vie, à 97 ans. Il travaille encore occasionnellement comme consultant pour des productions théâtrales. 168, il dit. Ces 4 personnes, les derniers témoins de cette nuit, portent encore le poids de ce qu'ils ont vu. Pas de culpabilité exactement, mais une tristesse. Pour Annie, pour l'homme, pour l'amour qui n'a jamais pu être, et pour nous tous qui faisons des choix, qui vivons avec des regrets, qui nous demandons « et si ?» Pour Annie Cordy, pour l'homme mystérieux qui l'aimait, pour les témoins qui ont gardé le secret, et pour tous ceux qui portent le poids de l'amour perdu, à jamais. Mais il y a une dernière dimension à cette histoire qui mérite d'être racontée. L'héritage. Ce que l'histoire d'Annie Cordy nous enseigne. Et comment elle continue d'influencer les gens 50 ans plus tard. En 2025, une fondation a été créée. L'objectif, fournir un soutien émotionnel aux artistes qui, comme Annie, ont sacrifié leur vie personnelle pour leur carrière. Claudine était l'une des fondatrices. Elle a dit lors du lancement. La première année, 150 artistes ont utilisé les services de la fondation. L'un d'eux, une chanteuse de 42 ans,
a témoigné. 174, 176, des histoires comme celle-ci se sont multipliées. La Fondation a touché des centaines de vies. Et tout cela grâce à Annie, à son histoire, à sa douleur partagée. En 2025, l'Université de Bruxelles a organisé un symposium. Annie Cordy et le choix impossible. Art contre amour. Des sociologues, des psychologues, des historiens de la culture ont présenté des papers. Un thème récurrent, dans quelle mesure la société force-t-elle encore les femmes, et particulièrement les femmes artistes, à choisir entre carrière et vie personnelle? Une sociologue, Dr Marie Fontaine, a présenté des données fascinantes. Nous avons interrogé 1000 femmes artistes, chanteuses, actrices, peintres, écrivaines, âgées de 25 à 75 ans. 63% ont dit qu'elles sentaient une pression pour choisir entre carrière et famille. 48% ont dit qu'elles avaient retardé ou renoncé à avoir des enfants pour leur carrière. Et 32% ont exprimé des regrets. Des regrets similaires à ceux d'Annie Cordy. Ces chiffres montrent, Annie n'était pas unique. Elle était représentative. Son histoire est celle de millions de femmes. Un historien de la culture, professeur Jean Mercier, a tracé l'évolution de cette pression depuis les années 50. Le symposium a conclu avec un panel où les 4 témoins survivants, Claudine, Marie, Jacques et Philippe Laurent, le fils de l'homme mystérieux, ont partagé leurs réflexions. Claudine a dit « Annie représente une génération de femmes qui ont dû faire des choix impossibles et qui ont porté le poids de ces choix toute leur vie. » Marie a ajouté « Mais nous devons nous rappeler, Annie a aussi eu une vie extraordinaire. Elle a touché des millions de personnes. Elle a créé de la beauté, de la joie. Ce n'est pas rien. » Jacques a réfléchi. « Le regret fait partie de la vie. Nous avons tous des « et si ». Annie avait les siens. Mais ils ne définissent pas entièrement qui elle était. Et Philippe a partagé « Mon père aussi a vécu avec des regrets. Il aimait sa famille, mais une partie de lui était toujours avec Annie. Et je pense que c'est OK. On peut aimer sa vie et regretter quand même ce qu'on n'a pas eu. » Le symposium a été filmé, distribué aux universités du monde entier, utilisé dans des cours de sociologie, de psychologie, d'études sur les femmes. L'histoire d'Annie Cordy est devenue un cas d'étude, un exemple, un avertissement, une inspiration. En 2025, une chanteuse belge de 28 ans, Emma Dubois, a sorti une chanson, Lettre à Annie. Les paroles, Chère Annie, je chante ta chanson, mais je ne veux pas ton regret. Je veux la scène et l'amour. Je refuse de choisir. Tu as choisi pour nous tous. Et maintenant on sait que la gloire ne remplit pas le cœur, que le succès ne tient pas la main. Merci Annie pour ta douleur. Elle nous a appris à vivre différemment. La chanson est devenue un hit, numéro 1 en Belgique et en France. Et dans les interviews, Emma expliquait « Annie Cordy est morte avant ma naissance, mais son histoire m'a touchée. Elle m'a montré ce que je ne veux pas devenir. Je veux une carrière, oui, mais je veux aussi l'amour, une famille, une vie complète. Et je refuse qu'on me dise que je ne peux pas avoir les deux. Annie n'avait pas ce choix, mais moi, je l'ai, et je vais le prendre. » Cette chanson, cette attitude, représente un changement générationnel. Une génération qui refuse le sacrifice qu'Annie a fait. Et c'est, peut-être, le vrai héritage d'Annie. Pas sa musique, pas sa célébrité, mais la leçon de sa douleur. Aujourd'hui, 50 ans après cette nuit de mars 1975, l'histoire d'Annie Cordy et de l'homme mystérieux vit toujours. Elle vit dans les livres, les documentaires, les pièces de théâtre, les chansons. Elle vit dans les conversations, les débats, les réflexions personnelles. Elle vit dans les choix que font les gens,
inspiré par ce qu'Annie a vécu, déterminé à faire différemment. Claudine, maintenant 99 ans, a une dernière réflexion. Annie était mon amie, pendant des décennies, et je l'aimais. Mais je ne l'ai pas aidée, pas vraiment. J'ai respecté son silence. J'ai accepté ses mensonges. Si je pouvais revenir en arrière, je ferais différemment. Je pousserais, j'insisterais. Je ne laisserais pas le respect de sa vie privée devenir une excuse pour l'abandonner. Mais je ne peux pas revenir. Tout ce que je peux faire, c'est raconter son histoire et espérer que d'autres apprendront. Que d'autres verront quelqu'un souffrir et n'accepteront pas « je vais bien ». Que d'autres choisiront l'amour et la carrière, pas l'un ou l'autre. C'est ce qu'Annie aurait voulu. Non pas qu'on la pleure, mais qu'on apprenne. Marie, à 95 ans, partage ce sentiment. Chaque année, le 23 mars, je vais au Palais des Sports et je me tiens là où Annie se tenait. Et je me demande « qu'aurais-je pu dire, faire pour changer les choses ?» Et je n'ai toujours pas de réponse. Mais je sais une chose, le silence n'aide jamais. Parler peut ne pas aider non plus, mais au moins, on a essayé. Jacques, à 97 ans, réfléchit. J'ai travaillé avec des centaines d'artistes dans ma carrière. Beaucoup étaient talentueux, quelques-uns étaient géniaux. Mais Annie était unique. Pas seulement à cause de son talent, mais à cause de sa douleur. Cette douleur qui la rendait humaine, relatable, vraie. Et je pense que c'est pour ça que les gens l'aimaient tant. Ils voyaient en elle leurs propres regrets, leurs propres choix difficiles. Elle n'était pas juste une star, elle était un miroir. Et Philippe Laurent, à 77 ans, conclut « Mon père a aimé Annie Cordy toute sa vie. Il l'a aimée avant moi, avant ma mère, avant tout. Et pendant longtemps, j'en ai voulu. Comment pouvait-il aimer quelqu'un d'autre plus que sa propre famille? Mais en vieillissant, j'ai compris. L'amour n'est pas une compétition. Mon père nous aimait, mais Annie, c'était différent. C'était l'amour qu'il n'avait jamais eu. L'amour, et si. Et je pense que nous avons tous un amour, et si. Cette personne qu'on aurait pu aimer, cette vie qu'on aurait pu avoir. L'histoire de mon père et d'Annie nous rappelle « Chérissez ce que vous avez, mais n'ayez pas peur d'admettre ce que vous avez perdu. » Parce que le regret fait partie de l'être humain, et il n'y a pas de honte à cela. En ce 50e anniversaire, en mars 2025, une cérémonie est organisée au Palais des Sports. Pas un spectacle, mais un hommage, un souvenir. Des centaines de personnes sont présentes, fans d'Annie, artistes inspirés par elle, gens touchés par son histoire. Claudine, Marie, Jacques et Philippe sont sur scène. Et ensemble, ils racontent l'histoire, encore une fois, pour une nouvelle génération. L'histoire de la nuit du 23 mars 1975, quand un homme mystérieux est venu, a parlé avec Annie pendant 40 minutes et l'a brisée. Mais aussi l'histoire de ce qui est venu après, les décennies de douleur, les regrets portés en silence, la solitude derrière le sourire. Et enfin, l'histoire de ce que nous avons appris, de ce que nous continuons d'apprendre. Que la gloire ne compense pas l'amour perdu. Que les choix ont des conséquences qui durent toute une vie. Que le silence face à la souffrance n'est pas du respect, c'est de l'abandon. Et que les regrets, bien que douloureux, font partie de ce qui nous rend humains. À la fin de la cérémonie, les lumières s'éteignent et une projection apparaît. Annie Cordy, jeune, chantant, souriante. Et à côté d'elle, en transparence, l'image d'un homme, floue, mystérieuse. L'homme qu'elle a aimé, l'homme qui l'a aimé, l'homme qui n'a jamais pu être le sien. La salle est silencieuse, pas un bruit, juste le son de centaines de personnes retenant leur souffle. Puis, doucement,
une chanson commence. Quote 214 d'Emma Dubois. Et tout le monde chante, ensemble. Pour Annie, pour l'homme mystérieux, pour tous ceux qui ont aimé et perdu. C'est ainsi que se termine cette histoire, 50 ans après cette nuit. Non pas avec des réponses, mais avec de la compréhension. Annie Cordy a fait son choix. Elle a vécu avec. Elle est morte avec. Mais son histoire vit et continue d'enseigner, de toucher, de changer. Pour Annie, pour l'homme qui l'aimait, pour les témoins qui ont porté le secret. Et pour nous tous, qui choisissons, qui regrettons, qui continuons, à jamais. Il y a une dernière partie de cette histoire qui doit être racontée. Les lettres. Les lettres qu'Annie Cordy a écrites, mais n'a jamais envoyées. En 2021, un an après la mort d'Annie, Claudine a trouvé une boîte dans l'appartement d'Annie. Une petite boîte en bois, fermée à clé. La clé était dans le testament d'Annie, avec une note, _, quote, _, 215 _. Claudine a ouvert la boîte et a trouvé des lettres. 23 lettres. Toutes adressées au même homme, l'homme mystérieux. Aucune n'avait été envoyée. Certaines dataient de 1956. La plus récente, 2019. Un an avant la mort d'Annie. Claudine les a lues et a pleuré, parce qu'elle révélait tout ce qu'Annie n'avait jamais dit à haute voix. Avec la permission de la famille d'Annie, certaines de ces lettres ont été publiées dans la biographie d'Isabelle Moreau. La première lettre. Datée 15 juillet 1956, 3 semaines après le mariage de l'homme. Mon amour, j'ai lu dans le journal que tu t'es marié. Je sais que je n'ai pas le droit d'être triste. C'est moi qui ai dit non quand tu m'as demandé de partir avec toi. Mais mon cœur ne comprend pas les choix rationnels. Mon cœur pleure et continuera de pleurer. Je t'aime, je t'aimerai toujours, mais je te laisse partir, parce que c'est ce qui est juste. Sois heureux, s'il te plaît. Sois heureux pour nous deux. Annie. Une lettre de 1962, 6 ans après le mariage. Mon cher, 6 ans ont passé, et je pense encore à toi chaque jour. Est-ce que tu penses à moi? Ou est-ce que tu m'as oublié? J'espère que tu m'as oublié. Parce que si tu souffres comme je souffre, c'est insupportable. Mais une partie égoïste de moi espère que non. Qu'une partie de toi se souvient. Qu'une partie de toi m'appartient toujours. Je suis horrible, n'est-ce pas, de vouloir que tu souffres. Mais c'est l'amour. L'amour est égoïste. Je t'aime encore. Annie. Une lettre de 1975, écrite après la rencontre, datée 28 mars, 5 jours après. Mon amour perdu, tu es venu, tu es parti, et tu m'as laissé en morceaux. Pourquoi es-tu venu? Pour me rappeler ce que j'ai perdu? Pour me dire que tu m'aimes toujours? C'était cruel, même si ce n'était pas ton intention. Maintenant je dois continuer, vivre avec le savoir que tu m'aimes, que je t'aime, mais que nous ne serons jamais ensemble. C'est une torture quotidienne, mais je survivrai. Parce que c'est ce que je fais, je survis. Au revoir, mon amour, pour toujours cette fois. Annie. Une lettre de 1980, 5 ans après la rencontre. Mon cher, j'ai engagé quelqu'un pour te retrouver. Je sais où tu vis, je connais ta vie, tes enfants, ton quotidien. Je suis tenté, si tenté, de venir te voir, de frapper à ta porte, de dire « Je suis là, prends-moi ». Mais je ne le ferai pas, parce que c'est trop tard. Nous avons tous les deux fait nos vies, et détruire ces vies maintenant serait égoïste. Alors je reste ici, dans mon appartement, avec mes lettres non envoyées et mes regrets. Je t'aime, une lettre de 2005,
30 ans après la rencontre. Mon très cher, 30 ans ont passé depuis cette nuit. 30 ans. Je suis vieille maintenant. 77 ans. Et toi, tu dois avoir 82 ans, si tu es encore vivant. Parfois, je me demande si tu penses encore à moi. Si, quand tu regardes ta vie, tu regrettes. Ou si tu es en paix. Si tu as trouvé le bonheur que je ne t'ai pas donné. J'espère que oui. J'espère que tu as été heureux. Parce que l'un de nous devrait l'avoir été. Avec tout mon amour, toujours, Annie. Et la dernière lettre, datée 12 septembre 2019, moins d'1 an avant sa mort. Quote 221. Ces lettres, publiées avec révérence et respect, ont touché le monde entier. Les gens ont pleuré, ont écrit leurs propres lettres, à leurs amours perdus, à leurs regrets, à leurs « et si ». Un mouvement est né. Quote 222. Les gens partageaient leurs propres lettres, sur les réseaux sociaux, dans des livres, dans des expositions, tous inspirés par Annie, par sa vulnérabilité, par son courage de mettre ses sentiments sur papier. Même si elle n'a jamais envoyé ses lettres. En 2024, une exposition a été organisée au Musée d'art moderne de Bruxelles. Titre, quote, 223, L'exposition présentait les lettres d'Annie, mais aussi des centaines d'autres lettres, envoyées par des gens ordinaires, partageant leurs propres histoires d'amour perdu. Plus de 100 000 personnes ont visité l'exposition, et beaucoup sont repartis en larmes, mais aussi soulagés, parce qu'ils voyaient qu'ils n'étaient pas seuls, que le regret est universel, que l'amour perdu est quelque chose que nous partageons tous. Un visiteur, un homme de 65 ans, a écrit dans le livre d'or 224. Ces mots, et des milliers d'autres similaires, montrent le vrai pouvoir de l'histoire d'Annie. Ce n'est pas juste une histoire triste, c'est une histoire qui libère, qui permet aux gens d'admettre leurs propres douleurs, leurs propres regrets. Et dans cette admission, il y a de la guérison. Aujourd'hui, en 2025, 50 ans après cette nuit fatidique, l'héritage d'Annie Cordy est clair. Elle n'était pas seulement une chanteuse, elle était un symbole. De l'amour qui ne peut pas être, du choix impossible, du regret qui dure toute une vie. Mais elle était aussi un rappel que nous sommes tous humains, que nous faisons tous des choix, et que ces choix ont des conséquences. Claudine, dans ces derniers jours, réfléchit. Annie a vécu avec un secret, avec une douleur qu'elle ne partageait pas. Mais après sa mort, ce secret est devenu un don pour tous ceux qui souffrent en silence, qui pensent qu'ils sont seuls. L'histoire d'Annie leur dit « Vous n'êtes pas seuls, et votre douleur est valide ». Marie ajoute « J'ai passé des décennies à me demander « Aurais-je pu sauver Annie ?» Et la réponse est non, parce qu'on ne peut pas sauver quelqu'un de ses propres choix. Mais ce qu'on peut faire, c'est être présent, écouter, témoigner. Et c'est ce que nous essayons de faire maintenant, 50 ans plus tard. Jacques conclut « Annie Cordy me manque, pas seulement comme artiste, mais comme personne, comme ami. Et je regrette de ne pas avoir été un meilleur ami, de ne pas avoir poussé plus fort, d'avoir respecté son silence au lieu de le briser. Mais je peux honorer sa mémoire maintenant, en racontant son histoire, honnêtement, complètement. » Et Philippe Laurent, le fils de l'homme mystérieux, offre cette perspective finale. 233, 234, 235, 236, 237, 238. Ces réflexions, de ceux qui étaient là, qui ont vu, qui ont porté cette histoire pendant des décennies, sont peut-être la conclusion la plus appropriée. Parce qu'elles ne donnent pas de réponse facile. Elles ne disent pas « Annie aurait dû faire ceci » ou « L'homme aurait dû faire cela ». Elles disent simplement « C'est compliqué. L'amour est compliqué. La vie est compliquée. Et nous faisons de notre mieux,
avec les informations que nous avons, avec le courage que nous pouvons rassembler. Et parfois, nous regrettons. Et c'est OK. Parce que le regret est la preuve que nous avons aimé, que nous avons osé, que nous avons vécu. Pour Annie Cordy, pour l'homme mystérieux qui l'aimait, pour les 5 témoins qui ont gardé le secret et qui maintenant le partagent, pour les lettres non envoyées qui donnent une voix à la douleur silencieuse, et pour nous tous, qui aimons, qui perdons, qui regrettons, qui continuons, à jamais.